Quand on regarde l'évolution de la pensée économique au XIXe siècle, on s'aperçoit qu'un des grands enjeux a été de conquérir le statut de science. Si au XVIIIe siècle, les premiers économistes, comme les Français de l'école physiocratique, affichaient la scientificité et se déclaraient les porteurs de la science économique, dans beaucoup de pays au XIXe siècle, on a considéré en fait que le message de l'économie était un message politique, économie politique. D'autant plus que les dirigeants se heurtaient à la conviction des économistes que le libre-échange est indispensable à l'amélioration de la croissance et du niveau de vie, alors que la plupart des dirigeants, assez spontanément, étaient et sont d'ailleurs encore protectionnistes, car la protection, le mot protection en lui-même d'ailleurs, est supposé être positif par nature. Et donc les économistes ont cherché à asseoir la scientificité de leur savoir sur un formalisme qui soit un formalisme proche des sciences de la nature et des sciences physiques, des sciences dites exactes. Donc le formalisme de la physique, des sciences exactes, ce sont les mathématiques, et les économistes ont considéré qu'il fallait utiliser l'outil mathématique pour pouvoir à la fois améliorer leur raisonnement, le rendre plus rigoureux et surtout faire en sorte qu'il acquiert une forme de légitimité nouvelle. Ce qu'on appelle les économistes néoclassiques vont être le symbole de ce passage d'un raisonnement et d'un mode d'expression assez littéraire, de considération assez politique, d'une pensée organisée autour de journaux, les éphémérides du citoyen au XVIIIe siècle, vie économiste au XIXe siècle, autour d'une logique où l'échange intellectuel a lieu dans des revues qui sont réservées à quelques individus et dans lequel un savoir qui s'exprime avec un outil mathématique extrêmement élaboré conduit à améliorer effectivement la compréhension des mécanismes économiques, quitte ensuite à transformer cette compréhension en des décisions et en des propositions très concrètes et très simples. Alors le personnage qui incarne le mieux cette pensée que l'on qualifie de néoclassique est un Français qui s'appelle Léon Walras. Il partage ce rôle d'avoir modifié, d'avoir réorganisé la pensée économique autour des mathématiques avec un Anglais qui s'appelle Jevons et avec un Autrichien qui s'appelle Menger. Alors Walras, c'est quand même celui qui, à mon avis, est le plus puissant sur le plan intellectuel. Il est né à Évreux en 1834 et il va connaître un destin tragique, entre guillemets. Il est collé au concours d'entrée à l'école polytechnique. Alors en soi, c'est pas dramatique, ça arrive à pas mal de gens, et il y a beaucoup de gens qui ne se présentent pas, donc qui sont potentiellement collés. Sauf que son père considère ça comme un échec familial, et les deux hommes rompent toute forme de relation, et Walras, qui est reçu à l'école des mines de Paris, commence la scolarité à l'école des mines, et puis il tombe en dépression vu l'évolution des rapports avec son père, et il n'obtient même pas le diplôme de l'école des mines de Paris, qui est pourtant un diplôme à la fois prestigieux et de bon niveau. Et il se retrouve donc sans diplôme autre que le baccalauréat. Il va errer comme ça dans la vie jusqu'au moment où son père finit par lui recommander un poste de professeur d'économie à Lausanne, en Suisse. Il va donc s'installer à Lausanne, ce qui permet aux Anglais, qui sont obligés de reconnaître la puissance intellectuelle de Walras, de considérer qu'il n'est pas français, mais qu'il est suisse. Et donc, on parle d'école de Lausanne. Walras a quand même une formation mathématique de haut niveau. Il a été reçu à l'école des mines. Il va se passionner pour l'économie, pour ce nouveau corpus intellectuel, d'autant plus qu'il est persuadé, lui qui est plutôt un homme de gauche, qui a fréquenté les milieux socialistes, qui déteste Napoléon III, il est persuadé qu'une des faiblesses de la gauche, des gens qui veulent améliorer les conditions de vie des gens, de la population, y compris des marxistes, c'est d'avoir une vision beaucoup trop philosophique et beaucoup trop littéraire de la vie, et pas assez scientifique, organisée et réfléchie. D'ailleurs, il dit qu'il y a deux formes d'économie. Il y a une économie scientifique, une économie qui va être une économie mathématique, et puis une économie appliquée, qui va s'appuyer sur l'économie scientifique et qui va mettre en place des dispositifs visant à améliorer le sort de la population. Mais pour passer à l'économie appliquée, il faut quand même, au début, avoir une réflexion très élaborée sur le plan scientifique de la réalité et sur la réalité que l'on vit. Alors, ces mathématiques, ça va le conduire à introduire une notion mathématique qui est un peu une sorte
cathédrale des mathématiques, c'est le calcul différentiel et singulièrement la notion de dérivée. Donc il va être un des premiers à parler d'utilité marginale, de coût marginal, et ces notions correspondant en mathématiques à la dernière unité. Bon, l'utilité marginale, c'est l'utilité de la dernière utilité, de la dernière, du dernier bien que l'on achète, de la dernière quantité de biens que l'on achète, et le coût marginal, c'est le coût du dernier bien que l'on produit. Alors il faut faire un petit calcul mathématique pour passer de l'un à l'autre, appliquer ce qu'on appelle la formule des accroissements finis pour comprendre ce que ça signifie, mais à partir de là, il va révolutionner et remettre en cause tous les raisonnements antérieurs, et notamment la première chose à laquelle il s'attaque et qu'il va mettre à bas, c'est la notion de valeur travail. En fait, la quantité de travail, effectivement, constitue un déterminant du coût, et donc on peut considérer qu'elle est un déterminant du prix, mais elle n'est pas l'élément exclusif. Elle va déterminer l'attitude du producteur, elle va déterminer le prix du producteur, elle va déterminer le prix de l'offre, mais le véritable enjeu, c'est la mise en confrontation, la mise en regard entre l'offre et la demande. Alors il s'appuie sur un des derniers disciples de Ricardo, qui est John Stuart Mill, qui dit on n'a pas compris toute l'importance qu'il y avait dans l'égalité entre l'offre et la demande. C'est fondamental. Et donc Walras dit effectivement, il va y avoir un prix de l'offre, un prix de la demande, et un équilibre de marché, qui est l'équilibre de marché théorisé, prévu par Adam Smith, qui est celui où le prix de la demande est égal au prix de l'offre. Alors, concrètement, il incorpore aussi ce qu'on appelle les rendements décroissants, que Ricardo avait mis en avant. Il dit ça va dans tous les secteurs d'activité économique. Il n'y a pas que les terres qui sont plus ou moins fertiles. Les hommes aussi sont en rendement décroissant. Il y a des gens qui sont bien formés, il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui sont brillants intellectuellement, et puis il y a des gens qui sont paresseux, il y a des gens qui sont inadaptés à certains types de fonctions, il y a des gens qui sont peu motivés. Donc il y a un rendement décroissant également chez les hommes. La conséquence de ça, c'est que plus on produit, plus ça coûte cher. C'est-à-dire que quand on commence à produire dans une usine, on a des machines qui sont assez performantes, et puis on a des hommes qui sont là, motivés, formés, efficaces. Et puis on augmente, et au fur et à mesure qu'on augmente la production, on est obligé d'aller chercher de vieilles machines qui sont un peu obsolètes, qu'on met en activité, elles sont moins efficaces. Et puis on recrute des gens que l'on avait refusés précédemment parce qu'on les considérait comme inadaptés à la fonction qu'on attendait d'eux. Et donc, tout ça, ça augmente les coûts. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente la production, le coût de la production augmente, c'est-à-dire le prix de l'offre a tendance à augmenter. En revanche, au fur et à mesure qu'on augmente les prix, eh bien, le demandeur, lui, a tendance à se dérober. Plus ça coûte cher, moins les gens... Et donc, on part d'une situation où le prix du producteur de l'offre augmente, une situation où l'attitude du demandeur repose sur une baisse des prix, c'est-à-dire que si on veut véritablement lui vendre, il faut baisser les prix. Si on augmente les prix, sa demande va diminuer. Et donc, on va avoir une offre qui est une fonction croissante du prix, on va avoir une demande qui est une fonction décroissante du prix. Et entre les deux, il y a cet équilibre théorisé par Adam Smith. Mais le grand apport de Walras, c'est de dire que cette harmonie repose sur ce qu'on appelle un équilibre général. L'économie finit par atteindre un équilibre général. Et donc, si on laisse jouer la concurrence, pourvu qu'on soit dans les hypothèses de la concurrence, qui vont être formalisées par la suite, mais sur laquelle il insiste, il dit il faut véritablement, si on veut être scientifique, définir les hypothèses, et pour pouvoir appliquer une politique conforme aux résultats que nous allons trouver, il faut vérifier que les hypothèses sur lesquelles nous sommes assis sont réalisées. Et donc ces hypothèses de la concurrence, c'est les 5 hypothèses que l'on met souvent d'avant, les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, où il y a l'atomicité, c'est-à-dire beaucoup de monde, la liberté, on a le choix d'acheter ou de ne pas acheter, l'égalité, tout le monde a la même quantité d'informations, l'homogénéité, tout le monde sait de quoi il s'agit, tout le monde achète un bien qui est clairement défini, et puis ce qu'on appelle la fluidité, c'est-à-dire le fait qu'on peut rentrer et sortir du marché sans trop de difficultés. Donc atomicité, liberté, égalité, homogénéité, fluidité. Walras explique tout ça, même si encore une fois chez lui ça reste encore un peu confus, voire diffus. Et puis il va répondre à une question, qui est une question simple, c'est mais lorsqu'on rentre dans un magasin,
est-ce qu'on est sûr que le prix qui est pratiqué, c'est celui de l'équilibre? C'est-à-dire, il y a un équilibre général qui est assis sur un système de prix qui est lié au fait que, encore une fois, quand la production augmente, le prix augmente. Quand le prix augmente, la demande baisse. Et donc, c'est le croisement de ces deux fonctions, l'une croissante, l'autre décroissante, qui arrive à un prix d'équilibre. Bon, quand vous rentrez dans un magasin, est-ce que vous êtes sûr que c'est le prix d'équilibre? Avec ceci comme question, c'est que pour qu'il y ait véritablement concurrence, il faut qu'il y ait atomicité. C'est-à-dire, qu'est-ce que, quand vous êtes dans un magasin, vous êtes vraiment en situation de comparer avec les prix de notre magasin. C'est-à-dire, est-ce que cette idée d'atomicité, il y a beaucoup de monde, est une idée qui est concrètement réalisée? Certes, il y a beaucoup de monde dans une ville, vous avez beaucoup de boulangeries, pour reprendre le boulanger, le boucher d'Adam Smith, mais quand vous êtes dans une boulangerie, vous ne dites pas au boulanger, attendez, hein, il y a un de vos concurrents qui est à un quart d'heure d'ici, je vais voir combien c'est, et puis je reviens éventuellement. Bon, vous ne faites pas ça. Et donc, beaucoup de gens disent c'est inapplicable, cette théorie. Alors, Walras conçoit ce qu'on appelle un commissaire-priseur walrasien, c'est-à-dire il imagine qu'il y a une sorte de dynamique intellectuelle, on est au tout début de l'inconscient freudien, on est dans toute cette zone de pensée, et cette zone intellectuelle, et il dit, finalement, quand on est dans un magasin, on a quand même une notion de ce que doit être le prix. Et si le prix qui est pratiqué, qui est affiché, est totalement déconnecté de cette notion que l'on a en tête, de cette idée que l'on a en tête, eh bien, on ne procède pas à l'achat. Alors Schumpeter, qui a réalisé par la suite, donc qui est un grand économiste, qui a réalisé par la suite une histoire de la pensée économique, dit, bon, c'est assez fumeux comme idée. Et en fait, la grande faiblesse de cet équilibre de marché naturel à un prix qui est un prix d'équilibre, l'offre et la demande, à un prix qui devient un prix d'harmonie, un prix qui permet effectivement à la société de trouver cet équilibre, cette hypothèse d'une capacité à faire jouer à fond l'atomicité, à mettre les gens en concurrence, est une hypothèse absurde. Et donc une des faiblesses du système walrasien, dit-il, c'est le fait que, concrètement, Walras le dit lui-même, pour arriver à des recommandations qui soient des recommandations appuyées sur son modèle, il faut que les hypothèses du modèle soient réalisées. Or, cette hypothèse-là ne peut pas être réalisée. Alors, Walras est redevenu d'actualité parce qu'un certain nombre de gens vous expliquent que le commissaire-priseur walrasien existe vraiment. Il n'est pas dans notre tête, il est dans notre poche, et ça s'appelle un smartphone. C'est-à-dire que quand on rentre dans un magasin, si on veut savoir quel est le prix du concurrent, mais on tape, et on sait exactement quel est le prix du concurrent, sans avoir à se rendre sur place physiquement. Et donc, Walras retrouve, et son commissaire-priseur walrasien, retrouve une sorte de légitimité historique avec les nouvelles technologies. Alors, à la fin de sa vie, Walras va théoriser également une sorte de socialisme possibiliste. Et donc, il met bien en avant le fait que un des enjeux, c'est que l'État et le secteur privé restent chacun dans leur couloir, qu'il y a des responsabilités pour l'un et pour l'autre. Il est assez systématiquement, parce qu'il a théorisé la concurrence, parce qu'il a montré l'efficacité de la concurrence, parce qu'il a donné aux idées des économistes classiques en faveur de la concurrence une expression en mathématiques très élaborée, on le définit assez souvent comme un économiste libéral, ce qui, dans le vocabulaire français actuel, est une insulte, ou un économiste de droite. Or, en fait, quand on lit Walras, on s'aperçoit d'abord qu'il était, encore une fois, socialiste. Il considérait qu'il y avait un socialisme possibiliste, qu'il fallait faire des choses possibles. Et il expliquait assez bien que l'État avait des missions et qu'un des grands enjeux pour l'État, c'était la prise en compte des monopoles. Alors, il est un des premiers à théoriser le fait que le monopole, par définition, il n'y a pas d'atomicité, il n'y a pas de concurrence. Le monopole, la seule chose qui le limite, c'est éventuellement le consommateur qui se dérobe au bout d'un moment. Et donc, il dit, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à nationaliser. Assez paradoxalement, ce grand théoricien de la concurrence était favorable à la nationalisation des chemins de fer à une époque où ceci était largement, voire quasi exclusivement privé. Un personnage, c'est un des personnages les plus féconds de l'histoire de la pensée économique, tellement fécond, encore une fois, que les Anglais ne peuvent pas admettre qu'il était français.